quoi alors être autonomiste? Autonomiste, ça consiste à demander pour sa région au minimum un parlement régional, une constitution régionale. Et quels seraient ces pouvoirs, ces droits? L'élément principal, évidemment, pour nous, c'est d'avoir déjà un budget conséquent, parce qu'actuellement, il est impossible de calculer le chiffre exact. Enfin, la dernière fois que ça a été le cas, c'était dans les années 70, il a été calculé que l'Alsace payait à peu près 90%. Enfin, pour 100 euros qui partaient à Paris, il y a 10 euros qui revenaient. Donc c'est 10%, quoi. Donc normalement, le budget d'une région, il doit rester à la région pour qu'elle puisse avoir ses prérogatives. Hein. Donc il y avait évidemment la politique linguistique, mais il n'y a pas que ça. Hein. Le modèle actuel, c'est la Suisse. Hein. La Suisse, ce sont 26 cantons. Les 26 cantons, ils ont chacun leur constitution. Et tout ce qui concerne la région, que ce soit les transports, que ce soit l'enseignement, etc., c'est décidé localement. Hein. Les rapports avec les cantons voisins, les rapports avec les pays voisins, etc., c'est une démocratie directe. C'est de la démocratie directe. En tout cas, plus directe que ce qui se fait en France, ça c'est évident. Enfin, de toute façon, tu peux faire le tour de toutes les frontières de la France. En face, tu as toujours des régions autonomes, comment ça s'appelle, enfin des cantons, des Länder, des fédérations, etc., qui tous ont beaucoup plus de pouvoir que les départements ou les régions de France, quoi. Et donc, c'est indispensable pour pouvoir développer une politique locale de développement, parce que dans le bassin rhénan, il faut absolument, pour développer au niveau de l'emploi, etc., il faut qu'on soit en contact direct avec les Suisses, il faut qu'on soit en contact direct avec les Badois, il faut qu'on puisse négocier avec eux, il faut qu'on puisse leur parler, qu'on puisse leur communiquer, et communiquer avec eux, et pour ça, il faut qu'il y ait une politique linguistique. Ça commence un peu à changer, apparemment, ça, avec, par exemple, la charte européenne des langues minoritaires. Ouais, mais la charte, elle est... Ouais, ça c'est une blague, parce qu'elle n'est pas... Et même, je vais te dire, même la charte, quand tu vois le contenu, je sais que les rédacteurs ont été obsédés par le droit français, que ceux qui ont rédigé cette charte, parce qu'ils savent le problème, ils savent très bien le problème que pose la France. Je vais dire un truc, ça me fait rire, parce que en fait, la charte, j'ai lu ça juste avant que tu viennes, la charte, elle a été donc signée par la France, oui, mais elle n'a pas été ratifiée. Mais non, elle n'est pas ratifiée. C'est-à-dire que... Mais non, mais ce qu'il y a, c'est que même quand la France ratifie un texte, désolé, une fois de plus, mais elle se torche le cul avec, quoi. C'est parce que aujourd'hui, la signature de la France, ça ne vaut rien. Ça ne vaut strictement rien. La France a signé la charte des territoires auprès du Conseil de l'Europe. Elle l'a ratifiée. C'est ratifié. Et elle stipule que lorsque on change les frontières d'une administration, hein, département, région, etc., ça se fait par consultation de la population. Or, la nouvelle loi territoriale, la France, en décrétant cette nouvelle loi, elle s'est assise sur la charte qu'elle a elle-même ratifiée. Là, j'ai eu une interview en Suisse. J'aurais dit aux Suisses, les gars, vérifiez vos archives avec tout ce que vous avez signé avec la France. Ça vaut rien. C'est la signature de la France. Elle-même, elle s'assied dessus. Ça vaut rien du tout. Et donc, effectivement, la charte, c'est pour ça que je dis, premièrement, elle n'est pas ratifiée, mais même si elle l'était, je pense que là, le problème d'une langue, c'est qu'il faut vraiment une volonté politique. Et pour qu'il y ait une volonté politique, il faut qu'il y ait une prise de conscience dans la population. Et que les Alsaciens se rendent compte qu'ils ont été spoliés. Parce que se faire voler, ils se sont fait voler leur langue. C'est toujours leur langue. Ce que je dis toujours, même si vous ne parlez plus l'alsacien, si vous ne parlez pas l'allemand, c'est quand même votre langue. C'est votre langue. Si tu te fais piquer ton vélo et qu'on le retrouve, c'est toujours ton vélo, c'est ta propriété. Et ils se sont fait piquer leur langue, c'est toujours leur propriété. Mais c'est du vol. Et quand tu sais ce que ça représente économiquement dans une vie, je veux dire, tu regardes les taux de chômage en Alsace et le taux de chômage en Pays de Bade et en Suisse, et ils cherchent les gars, ils cherchent, ils ont besoin de main d'œuvre.
Et nos jeunes, ils peuvent pas y aller parce qu'ils parlent même plus l'alsacien, quoi. Tu vois, à une époque, ils pouvaient aller bosser en Suisse parce que, pour les emplois qui sont pas des emplois cadres, etc., ils pouvaient, avec le dialecte, ça le faisait, quoi. Et même ça. Et quand un employeur, alors le cas est tout récent, hein, c'est genre, je sais pas, 3-4 ans, un employeur alsacien, je crois que qui était à Colmar, qui avait besoin d'une personne pour aller s'occuper de clients qui se trouvent au Pays de Bade. Et donc, cet employeur a passé une annonce, je crois dans l'Alsace ou dans les DNA, en demandant pour ce job, dialecte demandé. Hein, parce qu'il s'agit, il me semble, hein, si je me souviens bien, il s'agissait de s'occuper des plantes. C'est-à-dire, c'est une location de plantes, tu sais, de mettre des plantes dans les entreprises, tu vois, donc tu as besoin d'un gars qui y va pour les arroser, pour s'occuper, etc. Tu vois le genre de boulot. Et donc, il demandait le dialecte. Pourquoi ? Parce que au Pays de Bade, c'est exactement le même dialecte. Et donc, voilà, on demandait... donc, l'allemand n'était pas nécessaire pour le coup. Et donc, ça permettait d'ouvrir, tu vois, le champ des... Et tu as comment ça s'appelle, l'espèce d'association... Non, pas d'association, c'est un organisme d'État, je ne sais plus, son nom m'échappe là. Tu vas peut-être le rajouter en post-production. Qui s'occupe des discriminations. Cet employeur s'est fait allumer. C'est-à-dire l'annonce a été interdite, quoi. Tu ne peux pas en Alsace, pour un emploi, tu ne peux pas demander que quelqu'un parle l'alsacien. C'est discriminatoire. Tu peux demander le polonais, tu peux demander l'érythréen, tu peux demander l'anglais, évidemment, toutes les langues que tu veux, mais l'alsacien, non. L'alsacien, c'est discriminatoire. Et l'employeur, je te jure, l'employeur s'est fait allumer. On en arrive à des aberrations de cet ordre, quoi. Et moi, je te dis, c'est entre le moment où j'étais au garde à vous devant le bleu, blanc, rouge dans mon enfance et jusqu'au moment où j'ai dit, je suis obligé d'ouvrir les yeux et de me rendre compte que moi, l'Alsace, tant qu'elle sera française, elle n'a aucune chance, aucune possibilité, elle ne peut que mourir. Le problème, c'est la France ou c'est la République française ou c'est les gens qui sont au pouvoir à Paris qui se foutent royalement de ce qui se passe ailleurs. Alors, ils imposent leurs règles, c'est tout. Ce que je constate, c'est que en 300 ans d'histoire avec la France, il n'y a aucun régime français qui, de quelque manière que ce soit, s'est engagé pour les langues régionales et pour la diversité en France. La monarchie, non ? Non. Désolé, j'aime beaucoup Marion Sigaud. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, mais c'est très intéressant, son travail est très intéressant. Mais quand je l'entends parler de Louis XIV, et quand je vois ce que Turenne nous a foutu sur la gueule en Alsace, désolé, quoi, c'est pas mon pays, ça. Ça, c'est pas mon pays, quoi. La France est un pays, pour moi en tant qu'Alsacien, la France est un pays hostile qui vient occuper mon pays et lui voler sa culture, lui voler sa langue, lui voler son argent et lui voler toute perspective d'avenir. Et voilà, donc moi je sais pas, je suis prêt à... je peux discuter avec tout le monde, mais je ne vois pas comment, dans un cadre français, l'Alsace pourrait se développer. Comment dire, le rêve d'une fédération française serait très beau. J'y ai cru à l'époque. Je me dis, de se retrouver dans une construction où on serait ensemble, où effectivement la langue pourrait nous relier, le français. Avec les Bretons, avec les Occitans, avec les Corses, avec les Flamands, avec toute cette diversité, en disant, on a tous nos parlements nationaux, parce que le Parlement national breton, le Parlement national alsacien, le Parlement national corse, etc. Et de dire, on parle le principe de subsidiarité, on s'entend, parce que si la France
vient en Alsace et dit bah, voilà, moi tant que je serai France et tant que l'Alsace sera française, eh bien les jeunes générations d'Alsaciens apprendront l'allemand parce que en tant que France, j'ai besoin de patriotes français qui sont germanophones parce que l'Allemagne est un partenaire capital pour moi en tant que France et donc j'ai besoin de patriotes qui soient parfaitement germanophones, qui puissent me représenter en Allemagne, qui puissent, etc. Alors là, ce serait un discours, bah oui, bah là, moi je suis au garde à vous là. Mais ça, je ne l'ai jamais entendu, ça. Jamais. Ça a toujours été, vous aurez le droit d'apprendre l'allemand quand vous aurez oublié que vous êtes alsacien, quoi. Et tu vois pas une lueur d'espoir dans les, on va dire les nouveaux, enfin, les intellectuels qui représentent un petit peu la dissidence française? Moi, ce que j'en vois, c'est que c'est toujours très parisien, quoi. C'est toujours très parisien et c'est toujours. Je le comprends, hein. Parce que moi, forcément, j'ai cette même culture puisque j'ai été à l'école française. Hein, donc, il y a toujours un mépris vis-à-vis des langues régionales. C'est toujours. C'est juste. Rien que le fait d'appeler ça langue régionale, déjà. C'est pas. Je veux dire, moi, je suis désolé, moi je parle une langue, la littérature allemande, elle est née dans mon pays. Hein, je veux dire, la littérature allemande est née en Alsace. Le premier auteur de langue allemande, il s'appelle Ottfried von Weissenburg. Et Ottfried von Weissenburg, aujourd'hui, si j'envoie un courrier et que j'écris sur l'adresse Weissenburg, tu vois, j'ai la poste française qui me répond on n'envoie que des trucs avec les adresses rédigées en français, en langue française, parce que ça s'appelle Wissembourg aujourd'hui, tu vois. Mais c'est le premier auteur connu de langue allemande, tu vois. Le premier best-seller de langue allemande, c'est Sébastien Brandt. C'est un Alsacien, un Strasbourgeois, qui a écrit son texte La nef des fous, Das Narrenschiff. Il a écrit ça, c'est le premier best-seller de langue allemande, qui a été surpassé que par Goethe, avec les exploits du jeune Werther. Et c'est Sébastien Brandt, qui est une référence littéraire allemande absolue, et que les Alsaciens ne connaissent pas n'importe quel germaniste allemand, suisse, autrichien qui étudie la littérature, il passe par des auteurs alsaciens, obligatoirement, il les étudie, et les Alsaciens ne les connaissent pas. Quand on a créé la grande médiathèque à Strasbourg, je veux dire, une ville comme Strasbourg, qui a un auteur de la carrure, il faut t'imaginer, tu prends un dictionnaire Robert, tu regardes à la fin la bibliographie, ce qui sert de référence pour la langue française, hein, et ben, la Nef des Fous, c'est-à-dire la traduction de l'époque du livre de Sébastien Brandt, sert de référence pour le Robert. Tu vois, pour te dire le bonhomme, quoi. Même les Alsaciens, ils ont fait le Robert. Tu vois ? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je parle. Il y a eu un traducteur. Il y a eu un traducteur apparemment de Sébastien Brandt à l'époque, qui devait être talentueux. Et la Nef des Fous est une référence pour donc la version de l'ancien français de l'époque, évidemment, hein, que je pense qu'on pourrait pas lire aujourd'hui. Enfin, nous, on pourrait pas. Mais c'est une référence pour eux. Donc ça te donne la carrure du bonhomme. Une ville comme Strasbourg, qui a dans ses fils un mec comme Sébastien Brandt, qui construit une grande médiathèque. Tu vois, qu'est-ce qu'elle va donner comme nom à cette médiathèque ? Je te le donne en 1000. Tu vois, elle va l'appeler Sébastien Brandt. Tout être humain normalement constitué va dire, attends, c'est évident, on va mettre tous nos bouquins là-dedans, forcément ça va s'appeler Sébastien Brandt. Bah non, on va appeler ça Malraux. Aujourd'hui, jeunesse, puisses-tu penser à cet homme comme tu aurais approché tes mains de sa pauvre face informe du dernier jour. De Gaulle, bleu, blanc, rouge, au garde à vous, etc. Tu vois, c'est cette folie-là, quoi. Je veux dire, on est c'est la totale folie, quoi. Regarde, il y a une pièce d'un gars qui s'appelle Wagner, donc c'est Heinrich Leopold Wagner, donc 18e siècle, c'est l'époque du Sturm und Drang, c'est un truc très court, c'est une période théâtrale très particulière, le Sturm und Drang.
Et ce gars est un contemporain de Goethe. Et il a écrit une pièce qui s'appelle Die Kindermörderin, l'infanticide. Et une pièce assez dure. Donc le gars, il est strasbourgeois. Il écrit une pièce à Strasbourg. L'action se passe à Strasbourg. C'est une pièce qui est, je sais pas, c'est pas un grand classique. Enfin si, c'est un classique puisqu'il est étudié en Allemagne. C'est publié, je les ai exprès achetés. Il n'y a pas si longtemps, dans les années 90 en tout cas, tu trouvais 3 éditeurs allemands qui publiaient cette pièce, qui date du XVIIIe siècle. Je les ai achetés tous les 3, tellement ça m'avait frappé. 3 éditeurs différents qui publient cette pièce. Et ben, je te le donne en mille. Il y a combien de metteurs en scène strasbourgeois qui ont mis ça en scène à Strasbourg? C'est totalement inconnu. Aucun théâtre strasbourgeois ne met ça en scène. Personne ne fait ça. C'est totalement inconnu au bataillon. Bah, notre référence c'est Paris, donc... Mais voilà tout le problème. C'est-à-dire que le problème, c'est ça, c'est que le centralisme parisien étouffe les régions, parce que les élites... Si tu veux gagner des sous, si tu veux devenir quelque chose, si tu veux faire dans le domaine de la culture de toute façon, si tu veux être quelque chose et réussir à quelque chose, il faut monter à Paris. Parce que sinon le reste, c'est rien. Ici, c'est mort, quoi. Tu vois, donc ça tue les extrémités. Et ça empêche le génie d'un pays de se développer. Tout s'agglutine sur un centre et autour, il ne se passe rien. Regarde l'Allemagne. Hein. Je veux dire, le théâtre est d'ailleurs un baromètre très intéressant pour ça. Je veux dire, en France, je crois que très clairement, 80% des spectacles sont créés à Paris. En Allemagne, tu rigoles quoi, par rapport à Berlin. Les théâtres de Munich, de Francfort, de Hambourg sont au moins aussi balèzes que les théâtres de Berlin. Et tu penses que c'est parce que c'est une fédération? Mais bien sûr. Je veux dire, toutes ces... je dis toujours, on dit l'Alsace est limitrophe de 2 pays. C'est faux. L'Alsace n'est pas limitrophe de 2 pays. L'Alsace est limitrophe de 6 pays. Il y a Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Basel-Land, Basel-Landschaft, Solothurn, Jura. Ce sont 6 régions qui ont chacun leur constitution. Et ce sont des contre-pouvoirs par rapport à Berlin. Je veux dire, Berlin, quand je raconte aux Allemands ou aux Suisses, surtout les Suisses, comment s'est passée la fusion chez nous, ils hallucinent, les gars. Ils hallucinent. Je vais vous imaginer, vous avez 50 députés SPD à Berlin qui décident du jour au lendemain que le Land de Bavière et le Land de Bade-Württemberg, c'est plus qu'une, à partir de maintenant, c'est plus qu'une seule région, quoi. c'est de la science, c'est de la science-fiction pour eux. C'est de la science-fiction. Pourtant, chez nous, ça ne dérange pas trop, apparemment. Ouais. Mais oui, mais tout ça, c'est une culture politique. C'est une culture politique. On a grandi là-dedans, on est baigné là-dedans. Et si tu n'as pas la curiosité et l'occasion de te plonger dans des lectures, dans la littérature régionaliste ou autonomiste, tu vis comme ça. Et d'ailleurs, tout le mouvement là, depuis 2014, et justement depuis la fameuse déclaration de Valls, pour moi, ça a été un peu la divine surprise, parce qu'il y a plein d'Alsaciens, beaucoup plus que ce que je pensais. Je me dis, tiens, il y a des milliers d'Alsaciens, il y a eu des milliers d'Alsaciens dans la rue quand même, quoi. Ça a été étonnant, ça, pour moi, quoi. Mais bon, Paris régit par la force, et puis bon, là, alors, c'est éclatant. Je crois, Unserland a réuni, enfin, c'est pas Unserland, c'était on va dire le mouvement, a réuni en l'espace de quelques mois 120 000 signatures. Pour demander quoi? Pour demander de la démocratie, quoi. Pour demander un référendum pour savoir est-ce qu'on est d'accord ou pas. 120 000 signatures en quelques mois. Et attention, c'est un référendum où pour chaque signature, il était précisé clairement que ce sont des gens qui sont électeurs. Ils devaient donner leur carte d'électeur, numéro, machin, électeur en Alsace, quoi. Ça vaut rien. Ça vaut rien. Par contre, 200 000 internautes
sur, je sais pas combien, 5 millions d'habitants, là, qui ont opté pour, ou 170 000 internautes, qui ont cliqué pour dire Grand Est, ça, c'est un plébiscite. Tu vois, quand tu entends le président de région, là, qui dit 170 000 sur 5 millions, qui clique sur ah ouais, Grand Est, c'est vachement bien. Déjà, le nom Grand Est, c'est flou, Grand Est, c'est flou. Bah déjà, rien qu'en français, tu as un problème d'homonymie. Déjà. Le Grand Est, hein, le Grand Est. Hein, déjà, il y a un problème, quoi. Mais après, tu vas et alors là, justement, il suffit d'être bilingue un peu. N'importe quelle langue. Traduis ça. Tu parles avec un étranger, n'importe lequel, et tu dis t'es d'où? Moi, je suis du Grand Est. Je suis un Grand Estien. Ah, je suis un Grand Estien. Grand Est de quoi? Tu te dis, putain, mais lui, il veut recréer la Grande Russie ou quoi? Il est pour Poutine. c'est Grand Est. Tu vois, les autonomistes, on leur a reproché un repli identitaire. Mais quand tu vois Grand Est, c'est dingue. C'est vraiment fou. C'est fou. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Parce que en Allemagne, ils disent, ouais, je suis du Grand Est. Ah bon? Mais c'est où le Grand Est? Bah, pour vous, c'est dans l'Ouest. Tu vois, ça veut plus rien dire du tout, quoi. Et ça ressemble fort à, faut le dire, hein, la France actuellement ressemble fort à l'Union soviétique avant dépôt de bilan. Hein. L'Union européenne plus quand même. Peut-être l'Union européenne aussi, ouais. Alors, dans tout ça, est-ce qu'il y a une lueur d'espoir de retrouver peut-être quelque chose dans tout ce qui a été volé là? Bah, disons que je sais pas, franchement, je sais pas s'il y a bien malin qui dira ce qui va se passer, mais moi je lâche pas le morceau parce que c'est le fruit d'une injustice et je supporte pas l'injustice, je supporte pas. Tu veux le pays d'Alsace, toi, c'est ça? Tu veux l'indépendance totale de l'Alsace? Je fais la promotion de l'idée de l'indépendance de l'Alsace en disant ce n'est pas c'est pas débile, quoi, c'est pas quelque chose de, je veux dire, l'Islande, ils sont 300 000 et ils vivent très bien, quoi. Ils n'ont pas l'euro, ils font pas partie de l'Union européenne, ils sont 300 000 et puis ça va bien, quoi. Ils ont ripé leurs dirigeants pourris, ça change, ça bouge beaucoup là-bas, ils s'investissent beaucoup et c'est tout à fait possible, c'est tout à fait. On a en plus, on est dans le bassin rhénan, on est voisin immédiat des Suisses, et ça, je le sais, que ce soit la Suisse, l'Autriche, l'Allemagne, l'Allemagne peut-être moins, mais ils seraient tout à fait ravis de la création d'une Alsace libre, mais évidemment. Je vais me faire l'avocat du diable. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité du peuple alsacien d'en être arrivé là? Oui, ça c'est une accusation que j'entends souvent. Nos parents, ils nous ont pas parlé alsacien, ils n'ont pas osé, ils n'ont pas... Et ça c'est une accusation que je peux pas reprendre à mon compte parce que je suis père aussi, hein, quand j'ai eu des enfants, je me suis mis en tête que jamais je leur adresserai la parole en français, quoi. Et là, j'ai vraiment pris conscience que il faut vraiment le vouloir, hein, pour faire ça, hein, parce que il se trouve que la langue, ça fait partie de mes passions, avec la littérature, avec le théâtre, etc. Et que j'avais une conscience extrêmement acérée de la chose, et que j'avais vraiment cette volonté, et que je savais comment ça fonctionne dans l'éducation bilingue, etc. Et qu'il fallait que je sois absolument radical pour que ça fonctionne, pour que mes enfants soient dialectophones. Il fallait que, sachant que leur mère est francophone. C'est dur comme décision, ça. Il fallait absolument que je ne parle que l'alsacien avec eux. Et ça se passe très bien, hein. Aujourd'hui, ils me regardent de travers si je leur parle, si je sors une phrase en français. Arrête. Mais t'as toujours parlé alsacien depuis tout petit? Ouais. Ou t'as appris plus tard, un peu plus? Moi j'ai un développement bizarre. Mes parents ont toujours parlé alsacien entre eux. Et comme tout alsacien de ma génération, et même avant, j'ai été
Mais bon, ils étaient aussi francophones, hein, mes parents. Donc moi, j'ai pas eu de problème d'humiliation, de trucs comme ça. Donc moi, j'ai parlé français, quoi, tout simplement. Je fais comme tout le monde. Hein. Mes parents me parlaient alsacien, je leur répondais en français. Et c'est au fur et à mesure que la prise de conscience s'est faite. Et puis à un moment, ça aussi, ça a été capital dans ma vie. J'ai travaillé en Allemagne. J'ai vécu 2 ans en Allemagne du Nord. Et donc vraiment complètement plongé dans le bain linguistique là-haut. Et là, ça a aussi été un retour aux sources terribles. Et c'est au retour de ça que je me suis mis à parler alsacien avec mes parents. Chose que je n'avais jamais fait avant. Et c'est devenu une chose naturelle pour moi. Hein. Après, j'ai parlé français avec eux. Et donc ça a été le retour par la langue allemande. Donc ça aussi, ça a été révélateur et assez fort pour moi, quoi. Et donc, en prenant cette décision de parler alsacien avec mes enfants, j'ai pris pleine conscience de la difficulté que ça représente. C'est très difficile. Et donc moi, c'est vraiment, comment dire, pour moi, c'est une décision de militant politique, et aussi pour mes enfants, parce que tout simplement pourquoi ? Parce que, je veux dire, aujourd'hui, ils sont parfaitement bilingues. Hein. Ils parlent, parce que du fait de l'alsacien, ils ont une énorme facilité pour apprendre l'allemand. Ils parlent tous les deux anglais. L'aîné, il se met à l'espagnol. Donc après, la base bilingue, bah, c'est le but. Le but, c'est qu'après, c'est une réelle ouverture. Et voilà. Et le but, c'est qu'après, bah, ils apprennent les langues qu'ils veulent et ils ont de la facilité, une grande facilité pour apprendre d'autres langues. C'était ça le but. Voilà, quoi. Donc, je peux difficilement accuser les Alsaciens parce que comment dire, l'être humain normal, il n'est pas professionnel de la langue, tu vois. Moi, je suis traducteur, mais c'est pas le boulot des gens, tu vois. Les gens, ils ont d'autres soucis. Et si l'école est là pour leur dire vous voulez quoi, vos gamins, vous voulez en faire des balayeurs, bah, continuez à leur parler alsacien, tu vois. Les gens, ça les fait flipper. Hein. L'enfant, c'est quand même c'est un truc central dans la vie, tu vois. Et quand tu as un système qui te balance ça, c'est quasiment impossible de lutter contre. Donc je peux pas. C'est un peu, je trouve ça facile de balancer ça, de dire ouais, les Alsaciens. Il y a aussi une dimension, ça. Il faut le dire, il y a une dimension sociologique à notre histoire qui est importante, à savoir que nous avons dans l'histoire une bourgeoisie, une élite qui est francophile. Et ça, on l'a vu, même à l'époque du Deuxième Reich, à l'époque du Reichsland, il y a une bourgeoisie qui s'est très bien accommodée de l'époque allemande, qui a fait financièrement, ça s'est très bien passé. Mais ils envoyaient leurs gamins à Paris, faire les études à Paris. Et il y a toujours ce côté... Et évidemment, une société a toujours tendance à suivre ses élites. Et les élites en Alsace sont très vendues, sont très parisianistes, quoi. C'est la grande différence, par exemple, avec le Tyrol du Sud. Le Tyrol du Sud, donc province germanophone intégrée à l'Italie, eh bien, le Tyrol du Sud a bien mieux mené sa barque. Bon, premièrement, ils sont devenus italiens pour la première fois en 1919, donc c'est beaucoup plus tardivement que l'Alsace, d'une part. Mais d'autre part, sociologiquement, ils étaient en tout cas très cohérents. C'est une société rurale et montagnarde qui a été très cohérente, solidaire. Et ils se sont battus et ils ont obtenu des droits. Je veux dire, aujourd'hui, là aussi, en matière de fédéralisme, là, le Sud-Tyrol, actuellement, c'est la région d'Italie qui a les meilleurs résultats économiques. Hein. Donc là non plus, il n'y a pas photo. Hein. Alors c'est pareil, je veux dire, si on pouvait obtenir pour l'Alsace ce qu'a le Sud-Tyrol, ou même le Bade-Wurtemberg, on n'en parle plus de l'autonomisme. C'est réglé. L'affaire est réglée. Je veux dire, le mouvement indépendantiste n'existe plus à ce moment-là. Si tu donnes à l'Alsace
tout cas, la moindre région allemande, comme dit le Sud-Tyrol, c'est terminé, le problème est réglé. Le problème est réglé. Mais ça... On change la face de la France. Mais oui, exactement. Et là, il y a une... comment dire, il y a aussi tout le système des réseaux en France, qui sont tous les réseaux de pouvoir en France sont strictement jacobins. Je veux dire, ce sont des gens qui méprisent la région, qui méprisent les langues régionales, qui n'admettent pas tout ça, quoi. Je veux dire, ils vont à la limite te faire des grands discours, des grandes promesses. Je veux dire, tu as le discours de Lorient, François Mitterrand en 1981. Tu pleures, hein? Je pleure, j'ai discuté de ça. François Mitterrand en 1981 à Lorient, discours électoral, donc il n'était pas encore président. Évidemment, tu pleures. Je dis, oh là là, magnifique. Je vais voter pour lui, super. Tout va changer, quoi. L'autre, il était 14 ans président, il ne s'est rien passé du tout. Rien du tout. Une décentralisation. Et le peu de décentralisation qu'il a amené a été balayé là avec Manuel Valls, quoi. Donc, c'est dur. Ouais, non, mais attends, je vais pas pleurer. Mais enfin, oui, non, c'est vrai que c'est scandaleux, quoi. C'est vrai que c'est scandaleux. Et une dernière question pour toi, ce serait quoi être alsacien? On est alsacien quand on est né en Alsace. Non, l'alsacien pour moi c'est une histoire d'amour, c'est de l'amour. c'est tout. Hein. C'est aimer l'Alsace, quoi. Et donc aimer ça veut dire s'intéresser à. S'intéresser à, je veux dire, quand tu t'intéresses à une personne, tu t'intéresses à l'histoire de cette personne, tu t'intéresses à ce qu'elle a vécu, d'où elle vient, et donc forcément, tu comprends, c'est comme ça que tu comprends sa façon de fonctionner. Et tu comprends que si tu es en Alsace, tu deviens alsacien, tu aimes cette région, tu te dis si tu veux fonder une famille là, tu vas avoir des enfants là, il me semble évident que ces enfants doivent parler allemand. Donc c'est-à-dire que si moi j'aime l'Alsace, je dois parler alsacien, allemand, ce serait je sais que c'est très difficile pour les adultes. Je connais très bien le problème. Pour un adulte, il existe certaines personnes, j'en connais, qui sont même parisiens. Exemple incroyable, formidable, des personnes extraordinaires qui se sont mises à apprendre l'alsacien vraiment et qui apprennent, etc. Mais je ne peux pas en demander autant parce que c'est extrêmement difficile une fois adulte d'apprendre l'alsacien, d'apprendre une autre langue, de l'utiliser au quotidien. C'est très 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 difficile. Mais une personne qui se dit alsacien, d'adoption, qui aime l'Alsace, moi, il me paraît logique qu'à partir du moment où tu dis que tu aimes l'alsacien, tu dois forcément t'investir pour son histoire et pour son passé, pour sa richesse, ça veut dire pour sa langue. Si tu veux, moi, si je me projette dans une région que j'aime beaucoup, la Bretagne, pour son caractère et pour ses gens, etc., je me verrais mal, tu vois, à 50 balais, encore apprendre le breton maintenant, tu vois. Mais si je devais vivre en Bretagne, je militerais pour le breton, même si je ne le parle pas, tu vois. Parce que ça me semble évident. Je ne peux pas imaginer, merde, une Bretagne qui ne parlerait plus le breton, c'est terrible. Donc pour le breton, et surtout, évidemment, pour les générations montantes, c'est-à-dire pour les écoles d'Iwan, pour les écoles maternelles, etc., pour le bilinguisme, etc. Et si je devais avoir des enfants en Bretagne, je me démerderais pour qu'ils apprennent le breton. Tu vois, c'est ça, c'est cette vision-là que j'ai, quoi. Tu vois, c'est pas... et c'est totalement intégrateur. Je le répète, c'est une histoire d'amour, quoi. C'est ça qui compte.